Aujourd'hui, il nous manque environ 150 000 euros avant le 20 juillet. 150 000 euros, c'est une somme importante et qui exige une mobilisation totale pour faire face aux échéances et rétablir le budget de TVL. Cette somme doit aussi servir à renforcer la chaîne que vous avez choisie, celle à laquelle vous êtes attaché. 150 000 euros, c'est aussi le montant qui vous est littéralement volé dans vos portefeuilles pour financer la propagande de l'audiovisuel public. Volé parce que prélevés sans votre accord et parce qu'ils partent, ces euros, financer, par exemple, les salaires exorbitants des 5 principaux dirigeants de l'audiovisuel public. Cette somme, c'est 2 mois de leur train de vie, alors qu'elle pourrait aller à votre chaîne, à vos idées, à une information qui vous ressemble. Toujours à titre de comparaison, 150 000 euros, c'est le salaire d'Élise Lucet sur France 2 pendant à peine 6 mois, celui de Nagui pendant 3 mois. Ce sont 20 minutes de matraquage idéologique diffusé sur le service public. 20 minutes payées avec votre argent, celui de votre travail. Patrick Cohen, lui, touche 8 000 euros par mois pour 16 petites chroniques mensuelles sur France 5, toujours à vos frais. Ces 150 000 euros ne doivent plus alimenter un système déconnecté qui tourne le dos à ceux qu'il prétend informer pour mieux servir les intérêts de l'extrême centre et de l'extrême gauche réunis. Ils doivent vous revenir à ceux qui veulent faire vivre TVL, revenir à ceux qui attendent une vraie alternative médiatique. Nous refusons que la somme totale de 4 milliards d'euros par an continue d'être captée au profit d'un système, d'une mafia de plus en plus éloignée des Français. Il faut privatiser le service public de l'audiovisuel. De notre côté, la mobilisation est donc, je vous l'ai dit, impérative. Il reste peu de temps pour réunir notre budget de fonctionnement avant, je vous l'ai dit, le 20 juillet. Faire un don à TVL, c'est refuser le détournement. C'est choisir librement la destination de votre argent. C'est exercer un droit fondamental, celui de soutenir une information libre, indépendante et respectueuse de ses téléspectateurs. Soleil Noir, je suis heureux d'accueillir Jean-Paul Briguelli, le romancier, car cette suite de Soleil Noir s'appelle Les Nuits de Topkapi. C'est aux éditions L'Archipel et c'est en vente sur le site tvl.fr. Vous allez dans la boutique de TVL. Jean-Paul Briguelli, bonjour. Bonjour TV Liberté. Merci d'être venu de Marseille jusqu'à nos studios pour évoquer donc ce nouvel ouvrage, ce nouveau roman. Comment est né le personnage qui est le héros du roman, Balthazar Herrero? Vous en avez fait un médecin. Vous voulez une réponse réelle? Oui. Je suis corsico-catalan. Alors, côté corse, on en parlera une autre fois, mais côté catalan, une partie de ma famille s'appelle Fabre. Fabre, c'est un nom de conversos, soit arabes, soit juifs, qui sont venus s'installer dans la Catalogne française entre la fin du XVIe et le début du XVIIe. Faber, en latin, c'est l'artisan de façon globale, mais spécifiquement le forgeron. Or, le père de Balthazar Herrero est forgeron. Et c'était même un forgeron d'élite, parce qu'il travaille avec un minerai venu d'Inde, dans lequel, alors qui existe effectivement, dans lequel il y a l'iridium et qui donne des aciers absolument extraordinaires pour faire des lames damassées. Alors, c'est votre réponse. C'est pas vraiment ma question. Ma question était simplement de vous dire qu'il était médecin personnel du roi Louis XIV, mais aussi un espion, une sorte de James Bond vivant en 1687. Un philosophe aussi. Il est à la fois homme d'action et de pensée. Et ma question était, est-ce qu'il représente un idéal personnel? Alors, c'est une construction littéraire pour servir le récit. Alors, c'est pas tellement une construction littéraire, parce que des gens comme ça, il y en a eu. Je vous rappelle qu'au XVIe, par exemple, Rabelais était un agent secret au service de François Ier, tout en étant moine, tout en étant médecin, etc. Donc, il y a du Rabelais là-dedans. De notre côté, un petit peu plus loin, le chevalier d'Éon ou Beaumarchais étaient des espions au service de Louis XV puis Louis XVI. C'est l'espionnage, c'est vieux, depuis que les sociétés humaines existent. Quant à l'idée que ce soit médecin, j'ai travaillé très sérieusement sur les rapports des 3 médecins de Louis XIV. Il a épuisé 3 médecins. Et l'un des plus connus, qui s'appelait Daquin, qui était un âne, était un médecin montpelliérain d'origine juive.
Et quand vous allez à Montpellier, dans la faculté de médecine, vous avez la liste des médecins et les 3/4 sont morts. MAU. Voilà, on avait des interactions très fortes. C'est ce qui a fait de la faculté de médecine de Montpellier la meilleure de France, bien devant, bien au-delà de ce qui se faisait à la Sorbonne, etc., presque au même rang que Pise, parce qu'ils avaient connaissance de techniques venues des Grecs, passées par les Arabes et remontées en Occident. Pourquoi avoir choisi précisément ce XVIIe siècle finissant? Entre la révocation de l'édit de Nantes et l'Empire ottoman qui est en crise, vous placez Herero dans un monde qui est au bord de l'implosion. Est-ce que ça dit quelque chose sur notre époque, ou est-ce qu'à une époque, le XVIIe siècle, où on voit un roi très chrétien chercher à s'allier avec les Turcs ottomans? Alors, je vais vous raconter comment on fait un roman historique. Premièrement, vous prenez une période que vous connaissez bien. Et moi, 17e, 18e, je baigne dedans depuis mon enfance. J'ai lu Dumas, j'avais 7 ans, enfin voilà. Et il y a une empreinte d'Alexandre Dumas qui est assez forte dedans. Deuxièmement, tout roman historique joue sur ce que Georges Lukács appelait la double historicité, c'est-à-dire qu'il parle d'une époque donnée et il parle de l'époque à laquelle il est écrit. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte que Sa Majesté très chrétienne, le roi de France, est allié des Turcs depuis François Ier, qui s'est allié à Soliman. L'idée, c'est de prendre en tenaille l'empire des Habsbourg, c'est-à-dire l'Autriche. Empire catholique. Qui est catholique. C'est-à-dire qu'on est capable de s'allier avec des Turcs, voire avec des princes allemands protestants, histoire de tailler les croupières à un catholique dont on convoite l'Espagne. Qu'on va avoir d'ailleurs, finalement. Bon, la grande politique, la vraie grande politique, ne se soucie absolument pas d'a priori religieux, de morale, de quoi que ce soit. Vous avez le plus grand texte politique qu'on ait jamais écrit, qui date de 1640, qui est de Gabriel Naudet, qui s'appelle « Considération sur le coup d'État », qui explique qu'un vrai chef, ça avait été écrit pour Richelieu, dont Naudet était le bibliothécaire, qui explique qu'un vrai chef d'État a tout à fait le droit de renier sa parole, de trahir même les principes chrétiens, etc., pourvu qu'il mène l'État à la victoire. Voilà. N'oubliez pas, ce sont des gens qui ont lu Machiavel sur le bout des doigts, etc. Et puis qui sont, c'est un truc qui étonne toujours à notre époque, qui sont d'une intelligence extraordinaire. Vous prenez ça toujours aujourd'hui, en 2025, vous pensez que c'est recevable ? Ah ben écoutez, ça devrait... Non, c'est pas recevable. On a un personnel diplomatique d'une bêtise insigne. On va prendre des exemples actuels. Pendant qu'on y est, vous avez des gens qui disent « Ah là là, c'est très mal d'attaquer l'Iran ». Ils préfèrent attendre que l'Iran dispose d'une bombe atomique viable, continue à financer le Hamas, le Hezbollah, etc. Ils attendent quoi exactement? C'est-à-dire que s'il y avait il y avait des intellectuels dévoyés qui ont soutenu Khomeini dans les années 70, mais on a maintenant un personnel politique dévoyé, en fait incompétent, véritablement, qui dit « Ah oui, mais il ne faut pas heurter les uns, tout ça, parce qu'en fait, ils veulent épargner l'Algérie. » Voilà, c'est du billard à 3 bandes. Dans Soleil Noir, le précédent ouvrage, on revient en 1685, on sentait une critique forte du fanatisme religieux attribué aux catholiques et plus modestement dans l'ouvrage aux protestants, et aussi des conflits de conscience. Est-ce que pour vous, les guerres de religion du XVIIe siècle sont aussi une clé pour comprendre les tensions identitaires actuelles? Retour à 2025. Alors, il faut voir une chose, c'est que la révocation de l'édit de Nantes qui a envoyé à l'étranger près de 500 000 protestants. Attention, il s'agissait d'élites économiques. Pour la plupart. Colbert, qui voyait l'intérêt de la France avant tout, n'aurait jamais permis ça, mais il était mort depuis 3 ans. Bon, c'est pour des raisons, alors ce que j'expliquais dans Soleil Noir, le roi se sentant mourir en 1685, 30 ans avant sa mort effective, s'est dit « je vais faire une action parfumée pour Dieu, je vais chasser les protestants ». Erreur considérable qui a mis le royaume à feu et à sang, en particulier dans le sud, ce qui va se continuer pendant une bonne vingtaine d'années, jusqu'aux guerres des Camisards, qui sont l'objet du 3e volume.
Dans les nuits de Topkapi, on vous sent à la fois critique sur ce monde ottoman, mais aussi assez fasciné. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter à travers cet Orient, des intrigues, des savoirs anciens, aussi du pouvoir sensuel? Est-ce que c'est une manière aussi encore à nouveau d'interroger notre rapport à l'islam et à la mémoire coloniale aussi? Alors, il y a plusieurs islams dans cette histoire. Il y a l'islam d'inspiration sunnite qui est celle des sultans de Constantinople, qui est combattu par un islam ultra-conservateur sous la forme du Mahdi, le 12e imam, etc., plus ou moins inspiré à la fois du sunni, du chiisme, etc., et qui vise... Le Mahdi est venu plusieurs fois. Hein. La dernière fois, c'était contre les troupes anglaises dans les années 1880 en Égypte. À tel point qu'il avait exterminé les troupes du général Gordon et le général Gordon. Bon, il faut voir que c'est une religion qui a été en permanence traversée de querelles intestines. Et que l'objet de ces querelles n'est pas religieux, l'objet, c'est le pouvoir. Tant qu'on ne comprendra pas que l'objet de tous ces groupes religieux, allez, au hasard, les frères musulmans, l'objet est le pouvoir, la conquête du pouvoir, et pas du tout des considérations sur ce qui est haram, halal, etc., nous ne progresserons pas un seul instant. Il faut les traiter comme des groupes adverses et comme une armée adverse, et les réduire, comme on réduirait une force ennemie. Les Nuits de Topkapi, c'est un roman historique, un roman d'action, bien évidemment, prioritairement. Et je me suis dit, en le parcourant, le lisant, que c'était un roman très érudit, toujours historiquement très documenté, philosophiquement chargé. Et je me suis dit, Jean-Paul Briguelli, finalement, qui a eu plusieurs vies, qu'est-ce que vous êtes finalement? Est-ce que vous vous considérez là, au moment où on parle, comme un romancier, comme un professeur, comme un polémiste quand vous écrivez de la fiction? Alors, certainement pas polémiste. Quand je fais de la polémique, je fais des essais, etc. J'ai décidé d'aborder sur le tard, finalement, une autre voie qui m'était chère. J'avais déjà donné dans le roman, dans les années 90, 2000, etc., mais de façon parcellaire. J'en avais fait un qui se passait en Corse, qui s'appelait Purport, qui a été adapté par Arte. Enfin, je veux dire, je sais écrire de la fiction. Voilà. Il se trouve que j'ai mis cette capacité fictionnel, entre parenthèses, pendant des années, parce que j'avais un combat pour l'école. Alors, je le dis très, très froidement, je considère que c'est un combat perdu, que personne n'a compris, que tout le monde dit « enfant va réformer », il ne faut pas réformer, il faut renverser la table complètement, et si on ne le fait pas, on est mort. Voilà. Et de toute façon, déjà, l'éducation nationale est le dernier clou sur le cercueil. Mais ça, c'est secondaire. Donc, réfugions-nous dans la fiction, prenons du plaisir à le faire et, j'espère, donnons du plaisir à ceux qui lisent. Alors, vous donnez du plaisir et vous citez, alors c'est assez amusant, parce que vous dites, écoutez, pour écrire un chef-d'œuvre, je me suis inspiré d'autres chefs-d'œuvre, c'est la phrase exacte, un petit peu de manque d'humilité, mais c'est du Briguelli. Et vous citez tous les gens qui vous ont inspiré et pas des moindres. Alors moi, j'ai retenu, et vous l'avez dit d'ailleurs, Dumas pour l'aventure, peut-être Voltaire aussi pour l'ironie, mais alors, réellement, parce que là, vous citez une centaine de personnes quasiment, qui sont vos modèles? Comment vous avez conçu cette alliance entre roman d'action et puis aussi la réflexion critique, toujours sous-jacente? Alors, on prend un exemple. Si vous voulez, quand vous faites un roman historique, vous pouvez considérer que c'est une question de couture. Le tissu est historique, la couture est romanesque. Voilà. La couture, c'est pas grand-chose, mais s'il n'y a pas la couture, ça ne tient pas. Donc, il y a bien eu des renversements de régime en Turquie en 1688. Il y a bien eu un tremblement de terre très meurtrier à Izmir à l'été 1688. Il y a, etc. Tout est vrai là-dedans. Mais par exemple, à Izmir, il rencontre deux riches Iraniens, enfin deux Perses, qui voyagent pour leur plaisir et qui s'appellent Ouzbek. Et Ouzbek, je l'ai emprunté à Montesquieu, parce que, en tirant un petit peu sur les dates, c'est le héros de l'esprit des lois, des lettres persanes. Voilà, on peut s'amuser avec ça. De la même manière,
vers la fin, il y a un coup de théâtre où le héros passe à travers une fenêtre, etc. Je vous laisse le dire, pas moi. Ça vient directement de Diamonds Are Forever de Ian Fleming. Voilà. James Bond, on revient à James ça. Bond. James Bond, je vous ai dit que Herrero, c'était le James Bond de 1687. Et alors, sur cette idée d'ailleurs de l'espionnage du renseignement, on voit chez vous, alors c'est un monde trouble qui court entre loyauté et manipulation. Et là, quelle image du pouvoir vous proposez à travers Herrero? Est-il un héros libre ou est-ce que c'est simplement un homme utile aux puissants? Il a été mandaté par Louvois, c'est-à-dire il est non seulement ministre de la Guerre, ministre de l'Intérieur, ministre menu plaisir, c'est le grand ministre de Louis XIV. C'est le grand ministre de Louis XIV à ce moment-là. Et pourquoi a-t-il été mandaté? Il se trouve qu'il parle le turc, l'arabe, le persan. Il a voyagé par là-bas. Et puis il est doué pour les langues. Vous savez, il y a des gens comme ça qui apprennent une langue en 3 semaines. Et il a cette espèce de finesse. Il dit lui-même, vous savez, coudre la peau du renard sur celle du lion. C'est pas en force qu'on fait de la diplomatie. C'est avec de l'adresse, avec des sous-entendus. Les très grands ministres des Affaires étrangères, Talleyrand, mettons, on va dire Talleyrand, c'est une ordure, etc. Oui, mais s'il n'y avait pas eu Talleyrand, la France était occupée durablement en 1815. Les traités qu'il est arrivé à signer à ce moment-là ont laissé au pays une autonomie complète, ce que d'ailleurs Louis XVIII a reconnu en célébrant Talleyrand, qui avait survécu à tous les régimes, qui avait trahi tout le monde, etc., mais qui était un type d'une intelligence remarquable, et c'est ça qui compte. Talleyrand, la France, et à travers Herrero, c'est aussi une certaine idée de la France qui se dessine et qu'on devine, une France qui se veut encore à l'époque cultivée, exigeante, offensive. Ça, c'est un hommage que vous faites à la France, c'est un regret, ou alors c'est un appel au réveil pour votre lecteur? Alors, il y a un bouquin assez ancien d'un critique qui s'appelait Paul Hazard, qui s'appelle « La crise de la conscience européenne, 1680-1720 ». Il montre comment le XVIIIe siècle, les Lumières, ont commencé bien avant. Ont commencé sous Louis XIV. Des gens comme Fontenelle, Bell, etc. sont des sujets de Louis XIV. Et ils ont ouvert les perspectives philosophiques, etc. à Voltaire est né sous Louis XIV. Faut bien voir ça. Si on oublie ce genre de choses, on passe à côté. Montesquieu est né sous Louis XIV. Il a pensé véritablement sous Louis XIV. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le siècle de Louis XIV, et puis après les Lumières, etc., c'est interdépendant, c'est croisé, sont des choses qui se renouvellent en permanence. Et, alors oui, il y a quand même une raison pour prendre cette époque, c'est que je suis dans le regret absolu de constater que ils ont eu, en l'espace d'une 50aine d'années, une floraison de très très grands esprits absolument extraordinaires. D'ailleurs, l'Europe, de façon générale, a eu de très grands esprits, et qu'actuellement, nous en manquons un peu. Le regret, la nostalgie. Vous voyez bien que dans cet ouvrage, il y a ça aussi. Et Herrero, c'est un petit peu vous. Quand il rentre en France, il rentre à Marseille. Chez vous. Il part d'ailleurs de Marseille, mais c'est parce que les galères royales sont basées là. Mais il revient à Marseille. C'est pas obligatoire qu'il revienne à Marseille, parce qu'il y a l'idée de déposer des personnes, etc. Passant sur l'ouvrage. Donc c'est chez vous. Oui, c'est chez moi. Puis ça me permettait en quelque sorte de raconter ce qu'a été cette ville à un certain moment. C'est un cloaque abject. Ça ne commence à émerger vraiment que lorsque Louis XIV détruit les anciennes murailles, en refait de nouvelles, assainit, etc. Bien. Et qu'ils reviennent. Il faut qu'ils reviennent. Et c'est en même temps, ça a été jusqu'au milieu du XXe siècle, ça a été la porte de l'Orient, Marseille. Tout le trafic de marchandises passait par là. Que ce soit sur l'Afrique du Nord, sur le Moyen-Orient, etc. Tout arrivait à Marseille. Voilà. Et les idées arrivaient à Marseille également. Vous avez un nombre incroyable d'écrivains, Casanova par exemple, qui sont passés par Marseille, qui en laissent des
description extrêmement pittoresque. C'est une ville tout à fait foisonnante, ce qu'elle a cessé d'être, parce qu'elle est actuellement entre les mains, finalement, de fondamentalistes religieux qui dictent à la mairie socialiste à peu près leurs desiderata. Retour à donc cette actualité de 2025. Vous voyez que j'ai pas besoin de vous forcer beaucoup pour essayer d'arriver à notre époque. Et là encore, parce que votre roman, il résonne, mais le précédent aussi d'ailleurs, très fortement avec notre époque. Il y a bien sûr le fanatisme sous toutes les formes, les fractures culturelles, la décadence des élites. En fait, est-ce que c'est pas à nouveau le moyen, le roman, pour vous, eh bien, de poursuivre votre travail de réveil ou d'éveil? On n'arrête pas, on est toujours le même. Qu'on écrive La Fabrique du Crétin ou qu'on écrive Les Nuits de Topkapi, on est toujours Jean-Paul Brigelli. Est-ce que Jean-Paul Brigelli n'utilise pas Les Nuits de Topkapi pour essayer de contourner l'obstacle qui est je ne vais pas lire un livre politique ou doctrinal ou idéologique, mais par le roman historique, écoutez, finalement, j'arrive à dire les choses et à faire comprendre. Les deux matières les plus orphelines actuellement en classe, c'est le français et l'histoire. Bon, j'ai essayé de faire un roman historique parce que il y a encore chez beaucoup de Français le goût de l'histoire de France. Ça d'un côté. Et j'ai essayé de l'écrire le mieux possible parce qu'il y a chez beaucoup de lecteurs le goût de la phrase bien tournée, loin des éructations de Virginie Despentes. On ne va pas en faire un livre doctrinal pour autant. Ça reste un roman historique. Avec beaucoup d'action, avec beaucoup de sensualité. On ne va pas dire sexualité, c'est rare chez vous. La sensualité ? Non, la sexualité, qu'il n'y en ait pas. C'est juste en passant. L'érotisme, c'est pas quelque chose que vous méconnaissez. C'est une question de dosage. C'est-à-dire que quand on fait un roman érotique, on fait un roman érotique. Quand on fait un roman historique, on en met finalement autant que ce qu'il y en a dans notre vie. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des obsédés toute la journée. Vous voyez, nous avons d'autres points de vue. Le roman historique, c'est un roman d'évasion. Et comme il faut prendre les mots dans leur sens pur, de quoi est-ce qu'on s'évade ? On s'évade d'un monde gris. Nous sommes dans un monde extrêmement pitoyable. Eh bien, j'offre au lecteur un monde extrêmement coloré, y compris dans la gamme des rouges. Enfin, le lecteur, à la fin de l'ouvrage, comme moi d'ailleurs, aura une seule envie de savoir quelle sera la suite. Est-ce que Balthazar Herrero reviendra ? Parce que on se dit que les trilogies, c'est quelque chose d'assez naturel, vous voyez. Ben oui. C'est la valse à trois temps. C'est la valse à trois temps, disait l'autre. Oui, alors il y a un dernier tome que je suis en train d'écrire qui se passe 15 ans plus tard, en 1703, c'est-à-dire pendant la révolte des Camisards. D'accord. C'est-à-dire aussi pendant ce qu'on appelle la guerre de succession d'Espagne. C'est l'une des périodes les plus sombres des guerres de religion. C'est d'une violence absolument inouïe. Et dans les deux camps. Quand on lâche la bête humaine se livre à des horreurs. Et Balthazar Herrero, bien sûr, sera là. Après tout, il est né à Pézenas. Il connaît le Midi sur le bout des doigts. Il sait même parler la langue du lieu. Je vous rappelle que dans le sud-est, on parlait différentes formes d'occitan, mais certainement pas le français, ou très rarement. Pourtant, Pézenas, Molière. Oui, Pézenas, Molière, mais Molière y était allé parce qu'il y avait la cour du prince de Conti, gouverneur du Languedoc, et c'était pour lui qu'il écrivait en français. Mais les gens qui travaillaient autour, eux, ne parlaient pas français, ou très peu. D'ailleurs, très souvent, dans les comédies de départ de Molière, il a des personnages qui parlent d'une espèce de charabia, franco, limougeau, etc., dont il s'amuse. Balthazar Herrero, 3e chapitre, 3e tome, plus désabusé, plus résistant. On a du mal à toujours évaluer cette part de désillusion, de regard éloigné sur le monde, et puis aussi de l'acteur qui, lui, fait l'histoire, fait l'action de l'histoire. Vous n'avez pas tranché ? Non, je ne suis pas tranché. Je veux dire, il sera là. Il sera un personnage absolument essentiel. On y retrouvera un personnage qui arrive ici, qui s'appelle Gaspard,
et que j'ai essayé de faire l'adjoint essentiel d'ailleurs. Hein. Sans lui, l'histoire tournerait mal quand même, hein, tout point de vue. Bon, c'est une espèce de force de la nature, c'est Berrurier pour San Antonio, vous voyez, en quelque sorte. Et protestant donc. Protestant. Par ailleurs, dont la sœur a été enfermé dans la tour de Constance avec morte, etc. Et il a une histoire lourde derrière lui quand même. Hein. Et c'était le cas de tous les protestants qui n'avaient pas fui. Enfin, il faut voir, c'était une époque d'une sauvagerie absolument extraordinaire. Bon, et je vous rappelle que ce qui amène le roi à composer avec les protestants, c'est le fait que les révoltes protestantes mobilisent près de 20 000 hommes au moment où la guerre est ouverte sur le Rhin et où on a besoin de ces 20 000 hommes. Et on va chercher donc le maréchal de Villars qui va être chargé de négocier la paix. C'est-à-dire plutôt que de continuer à pendre, à rouer vif, etc., ce qui ne fait qu'alimenter la subversion, il va acheter Jean Cavalier et démembrer en quelque sorte la révolte. Donc on retrouvera Balthazar Herrero. Peut-être... Oui, et Gaspard, je ne vais pas donner les autres... J'ai cherché les autres noms, je les ai, mais après je me suis dit, si je les donne, ça va ouvrir bien évidemment des informations sur l'ouvrage, donc j'essaie d'éviter. Il y a une femme qui arrive là-dedans, voilà, c'est bien celle-là, je pensais. Qu'on retrouvera aussi, il y a eu des enfants qui sont nés, et on retrouvera le premier personnage, Pierre de Melas, qui était dans Soleil Noir, parce qu'à un certain moment, les amitiés... même profonde, se heurte à la réalité, à la terrible réalité des temps. Bon, j'ai eu le plaisir de lire le deuxième ouvrage, donc j'aurai le plaisir d'attendre le troisième avec vous, mais en attendant, j'invite les lecteurs et les téléspectateurs à devenir lecteurs en achetant cet ouvrage, Les Nuits de Topkapi, c'est sur le site tvl.fr. Et alors vraiment, c'est un ouvrage... Alors, je vais dire ça, mais il ne faut pas le prendre de manière méprisante. Mais un ouvrage à lire sur la plage. J'attends ces beaux livres historiques. Oui, mais c'est pour ça que ça sort au mois de juin. C'est de façon à ce que, vous savez, au mois de juin, on se fait la pile de bouquins qu'on lira pendant l'été. Eh bien, j'espère que beaucoup de gens, finalement, égayeront leur coup de soleil et les orages du mois d'août en lisant Les Nuits de Topkapi. Voilà, avec le médecin du Roi Soleil. Merci Jean-Paul Brighetti. Bon retour à Marseille.